Et la séance continue. Restez avec nous sur LCP. On va débriefer ensemble ces questions au gouvernement. Avec vous, Elisa Bertholomé, depuis la salle des Pas Perdus, les premières réactions politiques. Merci et à tout à l'heure. Et puis c'est une tradition dans cette émission, un face-à-face entre deux députés. Aujourd'hui, l'ancien ministre des Sports, Jean-François Lamour, et également député de Paris, sera face au député socialiste de Seine-Saint-Denis, Mathieu Hanotin. Vous pouvez leur poser des questions sur Internet, ça se passe sur Twitter via le hashtag QAG pour questions au gouvernement. Bienvenue dans la séance continue. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. On commence avec le projet de loi sur le dialogue social. Cette annonce précisée par le ministre du Travail concernant le compte pénibilité. Vous savez, ce compte qui permet à des salariés qui ont un métier pénible, un métier difficile, de prendre sa retraite un peu plus tôt ou de faire moins d'heures de travail sans perte de salaire. Eh bien, ce compte sera simplifié. C'est ce qu'a rappelé le ministre du Travail. On l'écoute. Et on réagit juste après. Le Premier ministre a pris hier un certain nombre de décisions, de mesures de simplification de la complexité que vous aviez mis vous-même dans les relations avec la fiche individuelle qui vous incombe personnellement depuis novembre 2011. Cette fiche individuelle, elle est votre fiche, c'est une fiche de complexité. Grâce au Premier ministre, grâce au gouvernement, c'est maintenant venu une mesure de simplification. Alors, au-delà de cette mesure de simplification, Mathieu Hanotin, les syndicats parlent de cadeaux faits aux entreprises, alors que les patrons parlent d'usine à gaz. En matière de dialogue social, c'est plutôt un dialogue de sourds. Non, moi je ne pense pas du tout ça, parce que simplifier c'est aussi important, parce que ça permet d'utiliser et d'avoir des droits mais dont on ne peut pas se servir parce qu'ils sont trop compliqués à mettre en œuvre, c'est pas une solution. Donc le but c'est pas de créer quelque chose qui ne serait utilisable que par quelques-uns qui seraient les plus rodés au système, mais de créer des droits qui sont accessibles au plus grand nombre, qui valent sur le compte pénibilité. Mais aussi, ce qui est intéressant dans la loi qui est devant nous, c'est sur le compte personnel d'activité qui va fusionner l'ensemble des droits tout au long de la vie, impliquant aussi la formation, notamment. Et ça, je pense que c'est une grande avancée. Usine à gaz, pour cette loi, vous le prenez à votre compte, si je puis dire. Oui, bien sûr, mais on s'en doutait quand on a réfléchi effectivement à ce volet de pénibilité. C'est jamais simple de trouver le bon équilibre entre une carrière longue, qui peut être d'ailleurs fractionnée sur différents métiers, et à un moment donné de la carrière professionnelle, un moment effectivement où le métier, où l'activité est extrêmement pénible, en tout cas difficile à supporter physiquement ou quelquefois d'ailleurs psychiquement. Donc s'il y a une meilleure solution, on va d'ailleurs vous écouter et vous voir à l'œuvre. C'est pas simple. Et je comprends parfaitement l'employeur qui dit écoutez, aidez-nous, on a déjà des charges très importantes, on a une compétitivité qui est extrêmement faible, et en plus on nous a leur dit tant sur ce compte pénibilité que sur la nouveauté, sur les très petites entreprises, qui est cette représentation syndicale, dont on voit bien aujourd'hui qu'elle va déconnecter une relation permanente et réelle entre l'employeur et une petite équipe, qui est de l'ordre d'une dizaine d'employés. On en reparle juste après, priorité. Ce qui est important, c'est que c'est un peu la manière de fonctionner du gouvernement, ce que j'appelle les réformes en pâté d'alouette. C'est-à-dire qu'il y a un dispositif dont il mérite d'être réformé, ou en tout cas d'être amélioré, puis dans le même temps, on alourdit encore la barque avec cette histoire au direct, de comité paritaire. Priorité au direct avec vous, Elisa Bertholomé, vous êtes en compagnie du ministre du Travail. Oui, monsieur le ministre, alors l'article 1 est discuté en ce moment même dans l'hémicycle. Il prévoit la mise en place notamment de commissions paritaires. À droite, on entend dire que ça sera trop compliqué, que les chefs d'entreprise dans les TPE notamment pourront dialoguer directement avec leurs salariés. C'est vraiment le cas ? C'est-à-dire que la vision que les députés de droite défendent, c'est une vision un peu bisounours de la société. Parce que dans ces petites entreprises, nous avons besoin, comme partout, les salariés ont besoin, comme partout, de représentants. Et donc ce que nous proposons, c'est de créer des commissions paritaires régionales, qui figuraient d'ailleurs dans les propositions patronales. Il faut le rappeler, dans le cadre du dialogue qui a échoué entre les partenaires sociaux. Et donc j'ai repris cette proposition, et ça assurera demain, quand le texte sera voté, une représentation à 4,6 millions de salariés. C'est donc une grande avancée sociale. Mais ce qui me surprend, c'est cette résistance, j'allais dire, idéologique de la droite, alors même que ce type de représentation existe
existe pour les entreprises artisanales, par exemple. Dans l'artisanat, il existe ces commissions paritaires régionales de l'artisanat. Elles fonctionnent très bien. C'est en gros 1 200 000 entreprises qui sont concernées, les entreprises artisanales. Et donc nous nous sommes inspirés de cela pour le faire. Tout le monde se plaît à reconnaître que ça permet des avancées, des discussions importantes sur les déroulements de carrière, sur la mobilité, sur les transports, etc., etc. C'est pas la seule critique que la droite émet. Elle critique notamment la prime pour l'emploi, la mise en place du compte pénibilité. Est-ce que c'est pas une usine à gaz, ce projet de loi sur le dialogue social ? Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, c'est assez simple. Il y a 2 objectifs dans ce projet de loi. Il y a un objectif qui est une exigence démocratique, la représentation de tous les salariés. Et puis, on veut absolument, c'est l'exigence de l'efficacité économique, donner de la souplesse aux entreprises. Pourquoi et comment ? En regroupant, en facilitant ce dialogue qui, quelquefois, est trop formel. C'est ainsi que nous allons passer de 17 consultations formelles à 3 consultations annuelles stratégiques. Vous voyez, les chefs d'entreprise sont contents quand on leur dit ça. Vous me parlez des chefs d'entreprise. L'article 2, concerne les syndicats, la représentation du personnel. Vous voulez renforcer les liens avec les employeurs. Ça veut dire quoi ? Que ce n'était pas le cas, que les personnels syndiqués étaient à part dans la société ? Ceux qui assument cette fonction exigeante, lourde, de représentation des autres, étaient souvent pénalisés dans leur évolution de carrière. Et donc ce que nous proposons, c'est que justement, ils ne soient pas discriminés, parce qu'ils sont, étant moins souvent dans leur poste de travail, ils n'avaient pas les mêmes évolutions de carrière, il n'y avait pas le suivi professionnel, des perspectives professionnelles pour eux. Ils acquièrent, en tant que représentants du personnel, délégués syndicaux, des compétences particulières. Ce que nous voulons, c'est susciter des vocations, aider les gens à s'engager dans la représentation des autres. Vous savez, en France, on a un taux de représentation très bas, 7,5%. En Allemagne, il y a plus de 25%. Donc on ne peut pas, je parle de la droite ou du patronat, à un moment donner un exemple l'Allemagne et refuser ce qui se fait en Allemagne. Donc nous ce que voulons, c'est un dialogue social plus vivant, plus efficace, qui suscite des vocations et qui donne en même temps plus de chance à l'entreprise parce que plus de souplesse dans son fonctionnement. Merci, Monsieur le Ministre, pour toutes vos précisions. François Rebsamen qui va donc prendre le chemin de l'hémicycle où les discussions se poursuivent sur ce projet de loi. Merci Elisa et merci à François Rebsamen. Question toute simple, Jean-François Lamour, est-ce qu'il vous a convaincu, le ministre du Travail, qui défend son projet de loi ? Il y a quand même, on voit la faiblesse du dispositif dans la réponse du ministre. Seulement 6% des salariés en France sont syndiqués. Donc il n'y a pas d'appétence réelle pour un modèle syndical dont on sait bien, à gauche comme à droite, qu'il est aujourd'hui, en tout cas, non représentatif. J'allais dire à bout de souffle, je suis peut-être un peu violent, mais en tout cas, non représentatif de ce que doit être, effectivement, des relations entre les partenaires sociaux. Est-ce que nous propose le ministre, en nous faisant référence d'ailleurs aux artisans, il dit ça marche bien, ça marche tellement bien que quasiment aucun artisan ne fait appel à ces commissions paritaires régionales, quasiment aucun. Ça marche très bien parce que l'artisan il règle. Non mais il faut aussi voir de quoi on parle. J'ai l'impression d'ailleurs que le ministre n'a jamais auditionné les artisans. Les artisans n'utilisent en aucun cas ces commissions mixtes paritaires régionales. Donc je vois pas pourquoi les petites entreprises vont le faire. Donc voilà, tout ça c'est beaucoup de bruit. En tout cas, beaucoup de temps passé, et Dieu sait comme on manque de temps passé à étudier les lois, à les évaluer, à voir effectivement comment elles sont appliquées sur le territoire, plutôt que de se taper une loi dont on sait qu'elle sert pratiquement à rien et qui est plus effectivement une usine à gaz qu'une réelle avancée sociale. Alors, pas d'accord, sur la loi qui sert à rien, non, ça je suis pas d'accord. Mais sur juste un mot sur cette histoire de représentation des salariés. Aujourd'hui, d'avoir plusieurs millions de salariés qui ne sont pas représentés collectivement, c'est quand même un souci parce qu'il y a des choses qui sont du ressort qui se passe dans l'entreprise, dans une relation directe avec l'employeur, qui concerne le contrat de travail individuel. Ça, évidemment qu'il faut que ça perdure. Évidemment que c'est pas le rôle de ça. Mais enfin, il y a aussi une forme d'unité sur un certain nombre de choses qu'on peut faire avancer de manière collective. Et donc, d'avoir des représentants, ça sert aussi à ça. Pas forcément pour négocier des conventions collectives qui existeront toujours, mais d'avoir ces représentants. De quoi on parle ? Parce que on imagine une usine à gaz. On parle de 10 personnes pour les salariés et de 10 personnes pour les employeurs par région. Donc x 13. Donc 130 personnes en France. Non mais je veux dire, c'est quand même 130 personnes dans chaque collège. Non mais attendez, c'est quand même comme usine enfin non moi je ne suis pas d'accord avec vous. Et je vais vous dire une chose, pourquoi une représentation ? Mais c'est que à la limite si je super régions, tout ça intéresse des régions dont on voit bien qu'elles sont aujourd'hui en train d'être réformées. Ça mérite d'abord au moins d'être essayé si vous me permettez premièrement et en tout cas, ça vaut pas les polémiques qui naissent autour de ce truc-là. Non, on vous dit simplement ce qu'on en pense, voilà.
ça. Pour moi, ce que je veux dire, c'est que polémique. c'est sur ce projet de loi, c'est aussi d'autres éléments, je pense qu'il faut mettre en avant. C'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera peut-être aussi, on l'a dit, avec le compte personnel d'activité, c'est ce qui sera peut-être demain sur le débat parlementaire. Moi, j'ai co-signé un amendement avec Benoît Hamon sur la question de la reconnaissance du burn-out, l'épuisement de professionnel. l'épuisement professionnel au travail, qui est un vrai sujet de société qui monte de plus en plus. Oui. Et j'ai bon espoir que le débat parlementaire permette de reconnaître ça. Si on arrive à ça, Pour l'instant, le Monsieur gouvernement Lamont- ne dit pas oui sur le burn-out. Attendez, Non, parce qu'il est c'est très le difficile de débat définir parlementaire. ce que c'est. Oui, C'est le débat parlementaire il qui est très doit difficile. aussi. On est, avec le burn-out, on a, je pense, des proches ou en tout cas des connaissances qui ont vécu ce moment extrêmement difficile avec cette pression qui est importante. Donc ça existe. Ce qui est très difficile, un peu comme la pénibilité. C'est d'en définir le modèle, qui varie effectivement, à mon avis, d'ailleurs de manière très, très large, entre une personnalité et une autre, soumis à tel ou tel environnement. Donc c'est là où l'idée est pas mauvaise d'y réfléchir. Mais comment c'est si c'est le salarié qui fait pression, si c'est le patron qui fait pression sur le salarié ou c'est un problème privé, un divorce? Oui, mais justement, et on en arrive là, le effectivement, burn-out, à la limite de mais le l'exercice. burn-out, c'est pas l'harcèlement. Là, la pression, c'est du harcèlement. Le Mais burn-out, non. c'est un constat médical, une situation personnelle. D'être dans un état de qualifié burn-out en Vous anglais. verrez comment ça va se terminer. Ça sera inapplicable, vous le savez très bien. D'y réfléchir et de faire savoir qu'on peut y penser, c'est très Écoutez, bien. qu'il y ait une reconnaissance d'abord dans le cadre des maladies pas de professionnelles. Écoutez, moi je pense que ce sera aussi l'objet du débat Malheureusement, parlementaire. vous le savez très bien. Et en tout cas, On va passer à l'économie française. La France serait devenue attractive, a dit le ministre de l'économie, pour 4 raisons. On l'écoute et on réagit juste après. D'abord, une politique de compétitivité qui est menée depuis 2012, qui passe par le CICE, le pacte de responsabilité, par le maintien aussi du crédit impôt recherche et des dispositifs d'innovation, qui vaut aussi bien pour les entreprises françaises que celles et ceux qui décident d'investir en France. Ensuite, une politique de réforme et de modernisation de notre économie qui a commencé et qui continue à travers la loi en discussion aujourd'hui devant votre Assemblée de modernisation du dialogue social, les lois qui ont été votées sur la formation professionnelle comme la sécurisation de l'emploi, la loi croissance-activité qui porte, comme les lois aussi sur l'école et ses réformes, une modernisation de notre économie et de nos structures qui sont importantes pour les entreprises qui viennent investir. Le troisième axe, c'est évidemment une politique de stabilité. Le pacte de stabilité et ses mesures, c'est de la stabilité dans le temps, c'est de la visibilité donnée à ces investisseurs étrangers qui est fondamentale. Et le quatrième point, c'est une organisation à l'international que nous portons là-dessus avec Laurent Fabius, Matthias Feckel, qui permet là aussi de simplifier notre organisation. Voilà, la France qui redevient attractive. Jean-François Lamour, c'est un constat optimiste ou réaliste? En tout cas, il y a un constat qui balaie d'un revers de main tout ce que le ministre vient d'annoncer. C'est le déficit de la France et les comptes de 2014. Parce que là, on n'en a pas entendu parler à l'occasion de la réponse du ministre Macron. Mais ce que vient de nous annoncer Monsieur Migaud ce matin en commission des finances sur un déficit qui se creuse, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement qui est dans l'incapacité finalement à la fois d'imaginer des recettes fiscale en cohérence avec ses dépenses et qu'il est en la capacité de réduire cette dépense publique. C'est quand même le constat qu'on fait de l'année 2014 et le président Migaud est extrêmement dur vis-à-vis du gouvernement. C'est-à-dire qu'il a le sentiment à la fois que ce budget présenté était insincère et que au cours de l'année, alors que les recettes prévues n'étaient pas au rendez-vous, il n'y a pas eu de collectif budgétaire. C'est ce qu'on a reproché d'ailleurs avec Gilles Carrez, le président de la Commission des finances, c'est que durant l'année, nous avions demandé à plusieurs reprises qu'il y ait un collectif, c'est-à-dire un budget rectificatif, pour dire voilà, on a un problème au niveau des recettes, il faut donc qu'on diminue la dépense publique durant l'année. Ça n'a pas été fait. On a eu un collectif, comme d'habitude, au mois de novembre, qui a un peu maquillé le déficit. Un élément, le budget défense, qui devait bénéficier de recettes budgétaires. On a vu finalement ces recettes budgétaires être transformées en programme d'investissement d'avenir, c'est-à-dire des recettes extra-budgétaires. Tout ça pour camoufler une partie de ce déficit. Lundi, on connaîtra les chiffres du chômage pour le mois et en plus, d'avril. Vous attendez une bonne nouvelle? Vous avez raison, en plus avec un chômage qui continue à monter. Je ne fais pas de pronostic sur les chiffres du chômage. Mais dites-nous ce que vous pensez de ce déficit-là, de 2014. Moi, ce que je pense de la situation économique, c'est qu'aujourd'hui, je m'en cache pas. Enfin, j'ai animé une partie des débats économiques que la gauche et le Parti socialiste a eu avec mes amis qu'on a qualifiés de frondeurs. Moi, je pense que aujourd'hui, le pacte de responsabilité dont on parlait à l'instant ne suffit pas manifestement
à relancer l'économie dans les proportions qu'il faudrait en tout cas. Il faut faire Il y quoi? a un certain nombre de facteurs exogènes qui participent aussi à l'amélioration des conditions économiques qui sont une réalité. Il faut toujours, on va pas souhaiter des mauvaises choses, mais qu'on ne peut pas se contenter uniquement de cette politique très coûteuse de baisse des charges des entreprises, parce que ça ne produit pas les effets, et effectivement, ça creuse le déficit. Il faut faire pas quoi? Politique de relance? Pas par une augmentation des dépenses, mais par une baisse des recettes. Parce que les charges, que ce soit les C3S, les cotisations, etc., au final, c'est des recettes en moins. Quand on en exonère 40 milliards par an, et ben on finit par voir le résultat à la fin. Allez, dernier thème, on va parler gouvernance du football et on va parler de cette affaire, de ce scandale qui touche la FIFA à 2 jours de l'élection de son président. Je vais parler à l'ancien ministre des Sports. C'est quoi, un jour triste pour le football ? Oui, enfin bon, c'est pas le premier. On a eu quand même assez régulièrement au niveau du football international. Et c'est quoi, des années de rumeurs contre la FIFA qui les taux se resserrent. Je pense aussi une présidence trop longue de Blatter qui est là depuis 1998. D'ailleurs, Michel Platini. 5e mandat là. Voilà, Michel Platini, il l'exprimait très bien. Il a soutenu Blatter d'ailleurs au début, quand il est devenu président de la FIFA. C'était à l'occasion de la Coupe du Monde de football d'ailleurs, qu'on avait organisée en France. On passait de l'ère Havelange à l'ère Blatter. On pensait qu'il allait y avoir effectivement à la fois plus de transparence, plus de dynamique, plus de redistribution. Je pense que Michel Platini, qui a très bien parlé, il a une voix d'or, Michel, quand il analyse on l'a écarté un peu du football. Il a été écarté au prétexte qu'il disait un peu trop franchement, comme d'habitude, les choses, et qu'il était le représentant du football européen qui pèse énormément au sein de la FIFA. Et on en voit aujourd'hui les résultats. Maintenant, il faut voir ce que vont donner les investigations à la fois des Suisses et des Américains qui, semble-t-il, ont commencé à creuser cette affaire. Mais à l'évidence, il y a un problème, à la fois en matière de gestion de la FIFA et surtout d'attribution des Coupes du Monde. Parce que là, ce qui est visé, un peu comme c'était d'ailleurs le cas pour le mouvement olympique avec les Jeux de Salt Lake City, il semble qu'il y ait eu, à l'évidence, enfin il semble encore une fois qu'il y ait eu des actes de corruption. Donc maintenant il faut avoir les éléments concrets pour se forger la situation, mais si c'est le cas, Blatter ne peut plus rester président de la FIFA, à l'évidence. Bien sûr, partout où on jette le soupçon. Alors à la fois moi je suis content aussi de voir quelque part sortir ces affaires dans lesquelles il y a beaucoup de soupçons, etc. Parce que finalement rien n'est pire que le soupçon, et mieux vaut mettre les choses et que tout le monde ne soit pas soupçonné, mais que les personnes qui ont agi ainsi et qui ont été corrompues, si ça s'avère effectivement vrai, qu'elles puissent être condamnées et qu'on ne soit pas non plus dans une logique où on met tout le monde dans le même sac. Ça, c'est la première des choses. Mais oui, ça montre une chose en tout cas, et ça fait quelque part le lien avec ce que disait le ministre Braillard, c'est que quand il y a de l'argent, et il y en a dans le foot, on peut le dire, on peut le constater, il faut aussi qu'il y ait à un moment donné des régulations. Il faut que l'État joue son rôle, mais qu'on invente aussi des nouvelles méthodes de régulation qui impliquent peut-être les supporters, qui impliquent aussi, en donnant un rôle différent aux associations sportives, etc. etc. Bon, c'est tout ce mouvement sportif auquel il faut donner un nouveau rôle dans notre pays. Est-ce que ça remet en cause l'attribution des Coupes du Monde au Qatar en 2018 et à Russie en 2022 ? On va être évidemment très prudent, mais les investigations, semble-t-il, menées en Suisse, là, auprès des membres de la FIFA, sont liées à des attributions de 2 Coupes du Monde, celle, je crois, de 2022 et 2018. 2018 et 2022. C'est ça. Bon, Qatar et Russie. Bon, donc, voilà, après, on n'en sait pas plus que ça. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. Vous savez qu'il y a eu un rapport qui a été effectué par un juge indépendant. Bizarrement, à la demande de la FIFA, ce rapport a été enterré. C'était le juge Garcia. Ça a été enterré avant qu'il ne paraisse. C'est quoi, c'est la FIFA qui est au-dessus des lois ? Oui, par nature, une fédération internationale, si elle le souhaite, elle peut être au-dessus des lois. Elle est basée en Suisse, elle édicte ses règles, elle les applique partout dans le monde. Si le patron et l'organisme de gouvernance veut passer au-dessus des lois, il peut. Je trouve que, par exemple, dans le mouvement olympique, avec l'arrivée et de Rogue et maintenant de Thomas Bach, les choses commencent réellement à évoluer. Déjà, on a un nombre de membres du CIO beaucoup plus nombreux. Ils sont 110, 120, alors qu'au foot, à la FIFA, ils sont une vingtaine, entre 20 et 25. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile de savoir ce qui s'y passe, et à mon avis, c'est beaucoup plus facile de corrompre quelques-uns d'entre eux pour trouver effectivement une issue favorable à une candidature. Donc tout ça
ce sont des rumeurs qu'on a quand même souvent entendues au travers, en particulier, de ce dernier rapport commandé par la FIFA. Il faut maintenant rendre public le rapport dans sa totalité et savoir ce qu'en pense la justice. Un mot très rapide sur ces 4 figures de la résistance qui sont honorées aujourd'hui, qui rentrent au Panthéon, Mathieu Hanotin. Très rapide. Écoutez, très rapide, c'est beaucoup de fierté aujourd'hui d'avoir été assis dans l'hémicycle à côté du portrait de Jean Zay, qui à cette occasion avait été installé sur les bancs de l'hémicycle, là où il y avait été assis. C'est beaucoup de fierté. Oui, moment de concorde nationale, il n'y a plus de droite-gauche, plus de majorité, plus d'opposition. C'est toujours un moment important pour la République. Voilà. Après, faut savoir rester à sa place, que ce soit le président de la République, que ce soit les élus. Ce sont des grands hommes et des grandes femmes que nous honorons au travers de cette entrée au Panthéon. Comme on rappelle, Jean Moulin était rentré avec ce discours fantastique d'André Malraux. Voilà, il faut que chacun reste à sa place et qu'il n'y ait jamais, d'une manière ou d'une autre, une utilisation d'un événement comme celui-là, entre guillemets, pour se refaire une santé. À partir du moment où tout ça est respecté, alors c'est un grand moment pour la France. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur les chaînes parlementaires. Édition spéciale avec vous, Oriane Mancini, 4 figures, on l'a dit, de la résistance qui sont honorées aujourd'hui, qui rentrent au Panthéon. Merci Ahmed. Oui, effectivement, édition spéciale jusqu'à 19h. Nous allons commémorer, vous l'avez dit, l'entrée au Panthéon de 4 héros, 4 grandes figures de la résistance. Germaine Tillon, Geneviève Antonios de Gaulle, Pierre Brossolette et Jean Zay. L'hommage de la nation leur sera donc rendu. Un hommage qui a débuté